Du professeur Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, chapitre 6, les conséquences politiques suite. Nous avons été amenés à considérer la politique israélienne à la lumière d'une étude du judaïsme classique. Il en ressort que toute analyse des mécanismes de décision politique en Israël, qui néglige l'importance primordiale de son caractère unique d'État juif, ne peut qu'aboutir à de fausses conclusions. En particulier, les nombreuses comparaisons qui ont été faites entre Israël et d'autres exemples d'impérialisme occidental ou d'États coloniaux passent à côté du sujet. À l'époque de l'apartheid, le territoire de l'Afrique du Sud était officiellement divisé en deux parties, 87% appartenant aux Blancs et 13% appartenant en principe aux Noirs. De plus, on y a établi des États officiellement souverains, nantis de tous les symboles de la souveraineté, les Bantoustans. Mais l'idéologie juive interdit de reconnaître l'appartenance à des non-juifs de la moindre parcelle de la terre d'Israël, ou d'y autoriser officiellement le déploiement de drapeaux jordaniens ou autres signes d'une souveraineté non-juive. Le principe de la rédemption de la terre exige que, dans l'idéal, toute cette terre, et non 87%, soit finalement rachetée, c'est-à-dire devienne propriété exclusive des Juifs. L'idéologie juive exclut ce principe de domination très commode, déjà connu des Romains, et appliqué par tant d'empires séculiers, que résume à la perfection le mot de Lord Cromer, citation, « Nous ne gouvernons pas l'Égypte, nous gouvernons les gouverneurs de l'Égypte. » L'idéologie juive interdit de telles reconnaissances. Elle interdit aussi jusqu'au moindre semblant de respect envers tout gouverneur non juif d'un bout de la terre d'Israël. Le système si pratique du clientélisme qui transforme rois, sultans, maharajas, grands chefs, et à une époque plus moderne, des dictateurs fantoches en autant d'instruments d'une hégémonie impériale, est inapplicable à l'intérieur des régions considérées comme partie intégrante de la terre d'Israël. Aussi la crainte couramment exprimée par les Palestiniens de se voir proposer un Bantoustan est-elle dénuée de tout fondement. Israël ne peut faire marche arrière que dans un seul cas, si un conflit entraîne de nombreuses pertes en vie juive, comme cela s'est produit aussi bien en 1973 qu'en 1983-85 lors des séquelles de la guerre du Liban. Alors en effet, un repli peut être justifié au nom du principe que le caractère sacré de toute vie juive l'emporte sur toute autre considération. Tant qu'Israël demeurera un État juif, il est exclu qu'il octroie pour des raisons purement politiques une souveraineté truquée, mais comportant nécessairement des symboles réels, ou ne serait-ce qu'une autonomie effective aux non-juifs vivant sur la terre d'Israël. Israël n'est pas le seul État exclusiviste de la planète, mais son exclusivisme est sui generis, c'est-à-dire qu'il est dans son essence même et dans sa racine. Outre la politique israélienne, il est permis de conjecturer que l'idéologie juive influence aussi des secteurs importants, sinon la majorité des juifs de la diaspora. Si la mise en œuvre effective de l'idéologie juive dépend de la force relative d'Israël, celle-ci dépend à son tour dans une mesure considérable de l'appui donné à Israël par les Juifs de la diaspora et en particulier des États-Unis. L'image des Juifs de la diaspora et de leurs attitudes envers les non-Juifs diffère complètement des attitudes du judaïsme classique telles que décrites ci-dessus. Ce hiatus est le plus évident dans les pays anglophones, où sont produites régulièrement les plus grandes falsifications du judaïsme. C'est aux États-Unis et au Canada que la situation est la pire.
dans les deux États qui soutiennent de la façon la plus décisive la politique israélienne, même lorsque celle-ci est en contradiction éclatante avec les droits de l'homme fondamentaux de personnes non juives. Je dirais aussi que depuis 1994, où Israël Shahak a écrit ces lignes, c'est phénoménal comment le sionisme a gangréné, a atteint toute la vie politique française. Si on ose remettre quoi que ce soit en cause, on est traité d'antisémite, et nous avons des présidents de la République. On a eu Hollande, Sarkozy surtout, et puis alors Macron en ce moment, qui sont le pire de l'aveuglement sioniste. Fermons la parenthèse de ma glose. Reprenons. Le soutien des États-Unis à Israël, si on le considère non dans l'abstrait mais dans ses aspects concrets, ne peut être ramené à un simple corollaire des intérêts impérialistes de ce pays. La forte influence exercée par la communauté juive organisée des États-Unis en faveur de toute politique israélienne est un facteur qu'il convient aussi de prendre en compte pour expliquer les stratégies moyen-orientales des diverses administrations américaines. Ce phénomène est encore plus visible dans le cas du Canada, dont les intérêts au Moyen-Orient ne peuvent être considérés comme importants, et dont néanmoins l'attachement à la cause d'Israël est encore plus absolu que celui des États-Unis. Dans les deux pays, et aussi en France et en Grande-Bretagne et dans bien d'autres États, les organisations juives soutiennent Israël avec le même genre de fidélité indéfectible que les partis communistes accordèrent si longtemps à l'URSS, de Staline surtout. Bien plus. De nombreux juifs engagés dans la défense des droits de l'homme et qui sur d'autres questions adoptent des vues non conformistes révèlent dans les affaires qui mettent en cause Israël une forme d'esprit remarquablement totalitaire et sont parmi les premiers à venir à la rescousse de cet État, quelle que soit sa politique. Il est bien connu en Israël que le chauvinisme et le fanatisme pro-israélien étalé par les juifs organisés de la diaspora, surtout depuis 1967, dépasse de loin le chauvinisme du juif israélien moyen. Ce fanatisme est particulièrement marqué au Canada et aux États-Unis. Je m'attacherai au cas de ce dernier pays vu son importance politique fondamentale. Mais il y a aussi beaucoup de juifs, il faut le signaler, qui, sur la politique israélienne, ont le même genre d'opinion que le reste de la société, opinions variant selon le pays, la position sociale, le revenu et les autres facteurs à prendre en considération.